Alors bonjour et bienvenue à Perspective en direct de CICAN. Je suis Normand Latour. Il me fait plaisir de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison déjà, où nous allons aborder le thème de l'éducation autochtone. C'était lundi, la 25e journée nationale des peuples autochtones, une journée qui a retenu l'attention plus que d'habitude cette année pour plusieurs bonnes et plusieurs mauvaises raisons aussi, des pensionnats, Joyce et Chacoan par exemple, mais beaucoup de progrès ont été accomplis pour faire avancer la réconciliation et pour renouveler la relation avec les peuples autochtones. Il y a des mots-clés ici, reconnaissance, respect, coopération, partenariat. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va discuter donc du rôle essentiel de l'éducation pour assurer le développement durable des individus et des communautés autochtones et de la société forcément dans son ensemble. Dans un instant, ma co-animatrice Josée Clermont, qui est directrice générale du Collège nordique francophone, se joindra à nous en direct de Yellowknife pour discuter aujourd'hui avec nos invités. Autour de Josée, nous avons réuni Mme Diane Campeau, chercheure et intervenante en éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Diane est aussi chargée de cours au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. M. Denis Gros-Louis, Denis est directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, et Véronique Rankin, directrice générale de l'organisme Puamun Meshkenu, Chemin des Mille Rêves, c'est une jolie traduction. Et tout d'abord, je veux vous parler un peu du format de l'émission d'aujourd'hui. Perspective en direct, ce n'est pas un webinaire, je vous le rappelle, c'est une émission web où nous souhaitons réfléchir à haute voix sur des sujets qui préoccupent le milieu de l'éducation et où nous souhaitons vous entendre aussi. C'est pour cette raison que nous utilisons la plateforme interactive Slido. Pour utiliser cette plateforme, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous verrez apparaître à l'écran et vous pourrez alors, en utilisant les onglets qui apparaissent en haut à la droite de votre écran, émettre vos commentaires, poser vos questions, des questions que je me ferai un devoir, bien sûr, de transmettre à nos invités. Je vous invite d'ailleurs tout de suite à répondre à notre question sondage du jour. Vous verrez apparaître la question dans quelques instants. Selon vous, des mesures concrètes suffisantes ont-elles été prises pour faire avancer les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation? Compliqué, oui ou non? Vous pouvez voter dès maintenant et dans un instant, nous y reviendrons en regardant vos réponses. Je me tourne maintenant vers la présidente directrice générale de Collège et Institut Canada, Denise Amiot, que nous allons retrouver chez elle à Ottawa. Denise, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Denise, on commence toujours notre émission en reconnaissant le territoire traditionnel sur lequel nous sommes présentement. Pourquoi c'est important pour vous? Alors, Normand, la reconnaissance du territoire, c'est en elle-même une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. Et on sait que la reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement des relations saines et réciproques, et ça fait partie du processus de réconciliation. C'est pourquoi, à Collège et Institut Canada, nous commençons toujours nos rencontres et nos événements par cette reconnaissance importante. Alors, je profite de cette occasion pour reconnaître aujourd'hui que la terre sur laquelle nous tenons notre émission virtuelle, c'est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et je veux aussi prendre un moment pour souligner la tragédie bouleversante et déchirante du pensionnat de Kamloops. J'offre mes plus sincères condoléances aux familles et aux communautés touchées par cette tragédie, ainsi qu'à tous ceux qui sont en deuil. Et j'aimerais qu'on se recueille un instant pour commémorer les enfants, répertoriés ou non, qui ont perdu la vie dans les pensionnats ou en s'échappant de ceux-ci. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à l'héritage colonial qui persiste au Canada et qui continue d'avoir des répercussions sur les communautés autochtones d'aujourd'hui. On se recueille pendant 30 secondes.
Merci beaucoup, Denise. Un moment de silence, de recueillement qui est important, qui est essentiel même. Denise, l'éducation autochtone et le développement durable, c'est un sujet qui est très important pour SICAN. Si on parlait un peu des raisons ou si vous nous expliquiez pourquoi ce sujet est important pour SICAN, en général pour l'organisme, mais aussi pour vous en tant que présidente directrice générale. Ben, vous savez, Normand, en tant que nation, on a la responsabilité collective de s'éduquer sur notre passé et notre présent pour qu'on puisse se diriger vers la vérité et la réconciliation. Et juin, c'est le mois national de l'histoire autochtone. C'est un moment où tous les Canadiens, qu'ils soient autochtones, non autochtones ou nouveaux arrivants, peuvent réfléchir et en apprendre davantage sur l'histoire, les sacrifices, les cultures, les contributions et les forces des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et c'est pourquoi nous avons invité des experts pour nous dire qu'est-ce qu'ils considèrent comme important et nécessaire à un développement holistique et durable de nos apprenants et de nos communautés autochtones. Et je crois que nous pouvons en fait tous affirmer que l'éducation, c'est un élément clé de la réconciliation durable. Et d'ailleurs, le sénateur souvent mentionne ça, que c'est l'éducation qui va nous sortir de la façon qu'on est en ce moment-là. Et partout au Canada, les collèges et instituts sont le point d'accès principal à l'éducation postsecondaire pour les apprenants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et 86% de la population autochtone vit à moins de 50 kilomètres d'un campus ou d'un collège ou d'un institut qui est membre de Collège et Institut Canada. C'est remarquable. Mm-hmm. Et ces établissements sont aussi profondément engagés dans la promotion de la réconciliation et l'autonomisation des communautés. Ça veut dire qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les communautés autochtones, locales, pour éliminer les obstacles à l'éducation et aussi promouvoir une culture de respect, une culture d'inclusion. Et nous, on collabore avec les leaders de l'éducation autochtone pour mettre en place un protocole d'éducation autochtone dans les collèges et instituts qui servent les étudiants et les communautés autochtones. Alors, quand on a développé ce protocole-là, c'était vraiment pour aider à établir et améliorer les structures et les approches nécessaires pour répondre aux besoins d'apprentissage des peuples autochtones, pour soutenir l'autodétermination et le développement socio-économique des communautés autochtones. Et ce protocole-là est très simple, une demi-page. Il repose sur 7 principes de base qui guident et aident les collèges et les instituts à faire avancer ce qu'on appelle parfois l'autochtonisation au sein de leurs établissements. Et ça veut dire que le travail de nos collèges et instituts est très important pour parvenir à la réconciliation et en même temps à une meilleure qualité de vie pour les peuples autochtones. Mais on sait qu'on peut toujours faire mieux et qu'on peut faire plus. Et le secteur de l'éducation, le secteur privé, les entreprises, les gouvernements, il faut tous qu'on collabore ensemble pour continuer à établir et à renforcer la coopération d'une part, puis renforcer les partenariats si on veut respecter les priorités justement des communautés autochtones. Alors, il faut qu'on contribue au développement communautaire de manière holistique, en s'appuyant à la fois sur les forces et les savoirs des communautés autochtones elles-mêmes, en incluant des initiatives de renforcement des capacités telles que le développement des entreprises et de l'entrepreneuriat autochtone. Alors, je m'arrête ici, Normand, pour permettre à nos conférenciers de disposer d'un maximum de temps pour discuter du sujet d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Denise, et on se retrouve en toute fin d'émission. Je vous rappelle que vous avez encore le temps de répondre au sondage dont je vous parlais en début d'émission. Nous allons compiler les résultats dans quelques instants. Vous pouvez aussi poser vos questions en utilisant la plateforme Slido. J'accueille maintenant ma co-animatrice, Josée Clermont, qui se joint à nous depuis Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Bonjour, Josée. Bonjour, bonjour Normand, bonjour tout le monde. On a l'impression que vous êtes très loin. Est-ce qu'il fait beau chez vous, Josée? Je remarque que vous n'avez pas une tuque et vous n'avez pas des mitaines, là? Non, ce matin, il faisait 7 degrés quand même, là, donc c'est pas une journée très chaude. Mais bon, on a quand même 24 heures de lumière en ce moment, donc c'est très agréable. Exactement. Josée, le Collège nordique francophone est un tout petit collège, mais qui est vraiment au cœur du développement dans les territoires du Nord-Ouest. Oui, merci beaucoup. D'abord, je veux vous remercier pour l'invitation, puis je tiens moi aussi à souligner que je suis sur le territoire des Dene de Yellowknife, le territoire du traité numéro 8. Alors, comme vous avez dit, notre collège est au cœur du développement social, culturel et économique de la région, et c'est vraiment parce qu'on est à l'écoute de nos communautés et on leur offre des programmes qui répondent à leurs besoins et qui aussi signifient quelque chose pour eux. Vous savez, dans les territoires, nous avons 11 langues officielles. Je le répète, là, 11 langues officielles, c'est quand même particulier. Et puis nous, au Collège nordique, on est reconnus pour notre école de langue et pour les programmes d'accueil qu'on offre aux nouveaux arrivants. Donc, on travaille de très près avec les communautés autochtones, justement pour l'apprentissage des langues autochtones et aussi l'apprentissage interculturel. En fait, notre expérience de nordicité, elle est définie par cet échange entre les langues et les cultures. Donc, on se retrouve très bien dans le protocole, les principes du protocole de CICAN. Alors, on met à la disposition des communautés nos ressources, des ressources pédagogiques, et on démontre une ouverture d'adaptation et de collaboration. Et comment ça se traduit très concrètement, ça, Josée? En fait, grâce à nos collaborations avec les aînés d'années, on a créé plusieurs projets éducatifs. Donc, celui dont on est très fiers, c'est un cahier d'apprentissage du français langue seconde, mais dont le contenu est entièrement autochtone, qui reflète la réalité des territoires du Nord-Ouest. Et puis, on a aussi un projet intergénérationnel, interculturel entre les aînés d'années et les jeunes apprenants de Klitschko. Et puis, on développe des ressources pédagogiques pour les cours de Klitschko. Cette expérience-là nous a vraiment ouvert les portes à plusieurs autres partenariats, puis visite de gens intéressés de partout au Canada à mieux nous connaître, à mieux connaître la culture d'année. Et car ce qui est important, là, au-delà des valeurs, des projets éducatifs comme tels, c'est vraiment de tisser des liens de confiance entre les communautés et les individus. Vous parliez tantôt, Josée, de nouveaux arrivants. On parle vraiment de gens qui arrivent vraiment de partout, là, qui se rendent chez vous. Oui, alors Yellowknife et les territoires, c'est une communauté qui est multiculturelle. Il y a des gens de tous les continents et nous, ils viennent au collège parce qu'ils prennent des cours d'anglais, de formation linguistique et on profite de ça pour intégrer la culture autochtone, mais aussi d'organiser des occasions de rencontres entre autochtones et non-autochtones afin qu'ils apprennent à se connaître et à mieux s'apprécier. Puis j'aimerais aussi mentionner qu'on travaille de très près, on a un protocole d'entente avec l'établissement postsecondaire autochtone, le Dechinta Center for Research and Learning. Donc, on travaille de très près avec eux et aussi avec le Collège Aurora, le collège anglophone des territoires, et pour prendre action pour des initiatives là, qui se complémentent et pour nous permettre de contribuer nos forces institutionnelles et nos connaissances pour offrir à nos communautés des meilleurs choix de programmes. Si vous voulez, Josée, nous allons bientôt retrouver nos invités, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble les résultats de notre sondage. Nous devrions voir la question apparaître à l'écran sous peu. Donc, la question était la suivante. Selon vous, des mesures concrètes suffisantes ont-elles été prises pour faire avancer les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation? La réponse semble être non, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une surprise pour vous, Josée, de voir ça? Non, je pense pas, mais j'ai hâte d'entendre les commentaires de nos invités. Oui, mais avant de
Avant de les entendre, José, je vous invite à écouter un court témoignage d'une étudiante du Cégep de Sept-Îles, Marie-Joëlle Tchirniche. Marie-Joëlle est étudiante en sciences humaines, profil administration. Vous allez aussi entendre un vox pop qui était réalisé par une équipe du Cégep. Il s'agit d'un épisode intitulé Philosophons avec Mathieu. Mathieu, c'est un professeur de philo, Mathieu Poulain-Goyer, qui est professeur de philo au Cégep de Sept-Îles. Et on répondait à la question suivante: comment peut-on favoriser la reconnaissance autochtone? Et encore plus, c'est quoi la reconnaissance? On écoute des témoignages. Dans le fond, pendant 1 an et demi au secondaire, je me suis fait intimider par un bon groupe de garçons, comme je pourrais dire. Puis, c'était pas des Autochtones, évidemment. Fait que ça a comme renfermé ma porte envers les non-autochtones. C'était un de mes plus grands défis que j'ai même pas encore pu guérir totalement. Puis mon autre défi, ben, c'est mon garçon qui est arrivé en pleine session en novembre dernier. Et qui va très bien, par contre. Et tu as quand même réussi à remettre tes travaux. Le Cégep de Sept-Îles a 2 classes, français et philosophie, seulement regroupées d'Autochtones. Fait que dans nos classes, on côtoie souvent juste des Autochtones. On commence aussi à être moins quand on vieillit, on se dégêne moins vu qu'on a c'est pas le choix, mais on a comme on côtoie de tout le monde, toutes les races, fait que faut qu'on se déjeune à un moment donné. On peut pas rester seulement regrouper tous les Autochtones, fait qu'on commence à avoir des amis un peu partout aussi. Ben, la plupart des personnes de mon âge ont souvent des enfants, puis j'entends souvent que, mettons, on peut pas se rendre à l'école à cause qu'on n'a pas de gardienne on pourrait mettre en place, mettons, pour les Autochtones, ou bien tout le monde, une petite garderie, petite dernière minute pour accueillir nos enfants, pour qu'on puisse poursuivre quand même nos études, qu'on n'est pas obligé d'abandonner. Parce que moi-même, ça m'est arrivé souvent de rater quelques cours parce que j'avais pas de gardienne, puis mon copain aussi. On a dû splitter des fois à garder nos enfants. Ben, je vais vous parler un peu de mon histoire. Mon copain, là, sa grand-mère, elle parle juste autochtone. Fait que dans le fond, moi, je parlais vraiment pas autochtone. Je connaissais que la base, puis depuis que je suis avec, j'ai quand même évolué dans mon vocabulaire, puis je commence à être fière. Ben, je sais pas, j'étais fière, puis je suis encore plus fière d'être autochtone. Donc, il y a des murs qui sont en train de tomber, là, si je comprends bien. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Merci. Quand on voit Stanley Volant, on voit que les Autochtones ils ont les mêmes chances que les Blancs ou les personnes non autochtones, comme on dit, de s'investir dans la vie, dans le fond, d'être quelqu'un d'autre que juste un Autochtone qui reste chez lui puis qui fait rien. On voit que Stanley, lui, il a réussi à prouver qu'il était intelligent également comme les non-autochtones, tu sais. Pour moi, ça, c'est une forme de reconnaissance forte au Québec dans les années 90. Ben, moi, je pense que la reconnaissance, c'est en premier lieu, se reconnaître nous-mêmes. Puis je pense aussi que la reconnaissance, c'est une manière aussi pour les Autochtones d'aller vers la guérison. Ben, la reconnaissance, à son sens le plus élémentaire, c'est le fait de prendre en considération l'autre. Donc, c'est un besoin essentiel qu'on a en tant qu'individu de se sentir reconnu. C'est important l'estime de soi, c'est important dans notre construction identitaire, de savoir ce qu'on est puis d'être perçu par les autres pour ce qu'on est et non pas de manière déformée. Je crois que continuer de leur donner un peu de visibilité puis de leur donner des opportunités, je trouve que c'est une bonne chose à faire parce que ça peut un peu justement leur donner une chance de parler de leur histoire puis de voir leur version des choses aussi parce que tu sais des fois on aime ça savoir qu'est-ce que nous on pense de cette situation-là, mais qu'est-ce que eux pensent, c'est encore plus pertinent à mon avis. Alors voilà ce qui met la table. José, je vous laisse maintenant la parole et j'invite nos invités à se joindre à nous. Nous avons tous très hâte d'entendre ce que vous avez à dire. On vous écoute, l'écran est à vous. Oui, alors c'était très touchant, ces messages. J'aimerais accueillir encore nos invités aujourd'hui. Donc, Mme Diane Campeau, chercheure et intervenante en éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et chargée de cours au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta.
Monsieur Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation autochtone des Premières Nations, et Madame Véronique Ramkin, directrice générale de Poinum-Meshkenou. Alors, comme vous le savez, éliminer les écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Autochtones et non-Autochtones fait partie des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Les détenteurs du savoir, les aînés, les entrepreneurs, les éducateurs, les artistes autochtones contribuent de manière très importante pour veiller à ce que leur communauté et l'économie canadienne soient durables. Est-ce qu'ils font bien leur travail? J'aimerais vraiment entendre les perspectives de nos invités à ce sujet et je vais commencer avec vous, Denis. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Je voulais juste tester le son, j'ai eu un petit problème technique. En fait, pour répondre à votre question, les appels à l'action vont se concrétiser lorsqu'on va voir dans les actions gouvernementales la pleine prise en charge en éducation par les Premières Nations, par nos mandants, d'institutions qui nous sont qui est le plus important de la part tant du gouvernement provincial que fédéral, c'est que les actions suivent le rapport. Présentement, on a un beau rapport, et il manque de viande. Nous, on répond pour vous donner un exemple. Excusez, Denis, mais on ne vous entend pas bien. Est-ce que votre son est... c'est très faible ici, là. Je ne sais pas si ça l'est pour les autres personnes. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est un peu mieux, oui. Mon micro s'est déconnecté. Donc, je me rapproche de votre cœur. Ce que je disais, c'est qu'on a demandé au gouvernement provincial, entre autres, qui est un joueur important en éducation, de travailler avec nous au niveau tant de la décolonisation des contenus que de la prise en charge de nos institutions. Il n'y a rien de mieux qu'après 50 ans d'efforts soutenus de la part de nos chefs, d'offrir en 2022 la pleine prise en charge de l'éducation primaire et secondaire. Et de simples gestes comme de nous aider à avoir des agents qui vont travailler avec les cégeps, entre autres, et les universités à décoloniser les contenus, on attend encore la réponse. Donc, les actions doivent être simples mais concrètes. Et nous, on a offert des solutions, c'est certain. On ne peut pas, dans des petites organisations comme le Conseil en éducation des Premières Nations, pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de tous les cégeps et universités du Québec. Donc, on a demandé la création d'un pôle de connaissances où on pourrait répondre une seule fois à la question et permettre à l'ensemble des acteurs collégiaux et universitaires d'avoir accès à cette information-là. Et là, on se perd dans les dédales administratifs. C'était mon entrée. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que je vais passer la parole à Véronique? Oui, merci. Moi, mon point de vue là-dessus est que je pense que c'est important de mettre beaucoup d'efforts aussi sur ce que les communautés ont à apporter comme solution. On est des porteurs de savoir en tant qu'Autochtones, on a des savoirs culturels, on a des savoirs aussi spécifiques à chacune des nations. Et puis, je pense que c'est important d'y aller vers la reconnaissance de ces savoirs-là comme des savoirs réels et qui seraient considérés aussi dans les institutions. Donc, tout à l'heure, vous mentionniez des différents intervenants, là, comme des aînés, comme des entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs personnes dans les communautés, chez les Autochtones, qui sont détenteurs de savoir, et d'aller les chercher, ce serait vraiment un moyen de contribuer, dans le fond, à l'intégration des Autochtones à travers les institutions. Et puis, ça permettrait aussi d'enchérir sur les moyens pris par des organisations comme la CEPN pour travailler sur la décolonisation. Et ça serait aussi un gage de respect pour les gens locaux qui peuvent être des acteurs de changement et de développement et
des gens qui contribuent, dans le fond, à l'amélioration de la qualité des services des Autochtones dans leur institution. Merci beaucoup, Véronique. Maintenant, je vais passer la parole à Diane. Bon, bonjour à vous. Alors, moi, je vous parle du territoire des nations Songhees et Esquimalt de la grande nation Lekwungen à Victoria, sur l'île de Vancouver. Je trouve ça très intéressant, tout cet aspect-là de l'importance des savoirs locaux, l'importance aussi, par exemple, que les gouvernements reconnaissent ces savoirs locaux-là. Moi, je collabore avec le Collège Éducacentre ici en Colombie-Britannique. C'est un partenariat avec le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique. Et en Colombie-Britannique, il y a une organisation qui s'appelle First Nation Education Steering Committee. Et c'est un comité directeur qui fait des recommandations au ministère de l'Éducation. Et dans le curriculum du primaire, du secondaire et même de la petite enfance, les savoirs locaux sont inscrits dans les curriculums scolaires. Et donc, ça ne donne pas le choix au monde de l'éducation. Ce n'est pas parfait, on est en route pour que les enseignants puissent s'approprier tout ça, mais c'est inscrit. Et donc, c'est une obligation de s'intéresser au savoir des nations locales sur les territoires sur lesquels les institutions d'enseignement sont situées. Donc, ça, dans mon avis à moi, c'est d'une grande importance pour éviter ce qu'on appelle le pan-autochtonisme, de considérer que les savoirs, il y a certaines philosophies, savoirs et savoirs qui sont universels, mais beaucoup de savoirs sont très localisés. C'est important de s'en rappeler. Merci beaucoup. La question des savoirs, ça revient beaucoup. Et je pense que c'est valorisant aussi là, pour les Autochtones quand on se rend compte qu'on est intéressé à leur savoir. En tout cas, nous, on a remarqué ça avec les aînés. Ils sont tellement contents quand d'autres personnes sont intéressées à leur langue. J'aimerais passer à la prochaine question. Selon vous, comment pouvons-nous et devons-nous rendre l'accès à l'éducation équitable et durable pour les peuples autochtones afin qu'ils puissent à leur tour contribuer à la richesse du développement social, culturel et économique de ces communautés et de la société en général? Est-ce que quelqu'un qui aimerait commencer ici? Je vais casser la glace. On a vu par la situation de Kamloops que le ministère ou le gouvernement du Canada a une politique d'assimilation pour tuer l'enfant dans le cœur de l'enfant autochtone. Et aujourd'hui, ils ont l'opportunité de travailler avec des organisations comme FENESC à Vancouver ou en Colombie-Britannique et le CEPN ici au Québec, de redonner la pleine gestion du programme éducatif aux communautés parce qu'on a développé et acquis cette capacité-là de gérer nos propres institutions. Puis pourquoi c'est important? Je vais vous donner un exemple. Récemment, le gouvernement provincial a lancé un programme de maternelle à temps plein. Et nous, on a dit c'est impossible qu'on prenne du temps, autant de temps à évaluer et à déjà donner des codes d'évaluation à des jeunes de 4 ans et 5 ans. Ce qu'on a fait à la place, on est allé chercher nos aînés, comme Véronique disait, on est allé rencontrer nos professeurs, puis on a refait notre propre programme maternel 4 ans temps plein. C'est un succès. C'est un succès qui a été même applaudi par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. Donc, cette réussite-là doit se perpétuer tant au niveau primaire, secondaire que collégial et éventuellement universitaire pour que l'apprentissage tout au long de la vie devienne une réalité qui est ancrée. Mon dernier point, avant de laisser mes collègues jaser, ou de réagir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Pourquoi en Colombie-Britannique ils sont capables de travailler avec FENESC puis d'avoir du contenu de Premières Nations puis de dire la vérité des Premières Nations comme on l'aperçoit et non pas de se la faire imposer comme moi quand j'étais jeune où il y avait juste les missionnaires qui étaient bons. Merci. Oui, c'est ça. Moi, je pourrais vous citer. J'ai même mon livre d'histoire. Je suis assez âgée pour avoir le livre d'histoire de
édité en 1953, qui la représentation des Autochtones là-dedans, c'est abominable et on se demande comment ça a pu passer à l'époque. Mais je trouve ça... et puis, soit en passant, à Colombie-Britannique, on est en marche. Ça ne veut pas dire que toutes nos classes, tous nos enseignants sont rendus au même niveau d'appropriation, bien sûr. Et donc, c'est là l'importance de notre travail. Mais je voudrais revenir aussi sur les collèges et universités. C'est important que pour donner la chance au milieu, justement, il faudrait que les collèges se rapprochent des milieux autochtones, mais aussi que les collèges et universités se décolonisent. Et dans la décolonisation, il ne faut pas seulement que ça soit au niveau du contenu. Si on applique la pédagogie autochtone, ça veut dire qu'il va falloir changer le contenant de l'université et du collège, la façon d'évaluer, la façon d'enseigner. Et donc, faire en sorte que les apprentissages soient autrement que dans la littérature, parce que pendant des millénaires, les premiers peuples ils ont utilisé d'autres médiums que l'écrit pour tout à fait très bien s'en sortir et faire des apprentissages pour bâtir leur société. Donc, ça vient bouleverser, parce que moi, j'ai enseigné à 2 universités des contenus autochtones au niveau de la pédagogie, et certaines pratiques viennent bouleverser les universités, compris l'évaluation. Merci, Diane. C'est vraiment intéressant. Véronique? Oui. Ben, je suis du même avis que Diane dans ce qu'elle mentionnait. Je pourrais renchérir peut-être au niveau de l'accès aux services en éducation à l'importance de consulter les communautés sur leurs besoins. Quand on veut avoir une communauté puis une population qui contribue au développement des Autochtones, ben, il faut que les gens soient éduqués pour remplir certaines fonctions, certains postes dans la communauté, puis créer de la richesse, d'avoir des gens qui travaillent dans certains domaines. Puis on voit la possibilité, par exemple, de faire des programmes qui se rendent dans les communautés et non pas que ce soit toujours l'étudiant qui aille à se déplacer. On sait que la population autochtone au niveau postsecondaire est souvent une population qui vient avec une famille. On est souvent, je dis on parce que je suis encore autochtone et je donne aussi une charge de cours à l'université. Je suis encore étudiante, je veux dire. Et on vient avec une famille, on a des enfants, on doit se déplacer sur un site pour pouvoir étudier. Par contre, c'est pas toujours possible pour les individus de se déplacer. Et quand il y a un besoin dans une communauté de développer un service, par exemple, en petite enfance, ou un service où on a besoin de plusieurs personnes qui doit offrir une prestation de service dans la communauté, mais c'est intéressant de voir la possibilité de rendre l'école accessible dans la communauté pour que les gens puissent, dans le fond, avoir moins de barrières à l'éducation, avoir une plus grande accessibilité à l'éducation, puis éventuellement de pouvoir contribuer à la richesse locale et à la prestation de services dans les communautés. Moi, je suis de la génération qui suit celle de la génération qui a été au pensionnat. Ma mère a été au pensionnat. Il y a aussi toute la barrière au niveau de encourager les jeunes à aller à l'école. Moi, j'ai pas été beaucoup encouragée à aller à l'école parce que ma mère, elle avait pas l'expérience positive par rapport à l'école. Puis même quand j'en parlais avec mon grand-père, il me demandait pourquoi je suis allée aussi longtemps à l'école. Il pensait que je comprenais pas rien, que je comprenais rien. Mais comment ça, tu as besoin d'aller longtemps à l'école de même? Toi, tu comprends rien? Non, c'est parce que j'ai jamais étudié. Puis j'étais encore à l'école à 40 ans, je suis encore aux études. J'ai fait plusieurs formations. Et puis moi, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça puis qui est en plus encouragé. Donc, je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire à ce que l'école soit valorisée. Puis, c'est pas si loin que nous, les pensionnats, puis ça a encore son impact aujourd'hui par rapport à la valorisation de l'éducation. Les données, dans le fond, nous parlent. Il y a peu d'étudiants autochtones au niveau postsecondaire encore, pas assez en tout cas, à mon goût. C'est très intéressant, là, votre histoire personnelle. Merci beaucoup. Je voyais Denis qui souriait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'ils ont soulevé des super points, des points positifs, puis nuages que j'anticipe dans l'horizon. Au niveau de la pédagogie, et on revient souvent, là, ça prend toute une communauté
pour aider chaque enfant à atteindre son plein potentiel. Et ce que Véronique disait par rapport à la relation parent-enfant, l'implication parentale, ce qu'on a développé, parce qu'on peut se vanter d'être chanceux au Québec, on a un collège par et pour les Premières Nations qui s'appelle CUNA. Et 40% de nos étudiants sont parents. Donc, si on veut assurer le succès académique, scolaire, personnel de nos étudiants, bien, il faut s'assurer qu'ils puissent se développer avec leurs enfants. Et on a instauré l'année passée le laboratoire d'apprentissage familial qui s'appelle SCAMON. SCAMON, c'est un blé. C'est un blé qui part du sol, qui se nourrit dans ses épis et qui fleurit pour devenir un maïs mature. Et donc, les jeunes étudient en même temps que leurs parents. On a des sites d'études pour les parents. Ils savent que les enfants sont là. Ils ont tout l'accompagnement nécessaire. Mais ça, pour arriver à le faire, il fallait connaître, il fallait comprendre la culture, les besoins. C'est l'avantage d'avoir des collèges par et pour les Premières Nations, qui sont difficiles à comprendre pour les fonctionnaires qui évaluent les demandes financières, les performances scolaires, c'est la note. Non, il y a un contexte qui est doux, en fait, soft skill, qui est toute la relation dans la pédagogie qui provient là, de nos valeurs et cultures. Puis ça, c'est difficile à expliquer des fois à des fonctionnaires pour avoir nos subventions. Puis quand je disais qu'il y avait un petit nuage, c'est qu'on se réapproprie nos langues, on se réapproprie nos cultures justement pour éviter une culture où on va tous devenir des Autochtones pareils. Chaque nation a sa langue. Avec sa langue vient une culture et des histoires différentes. L'enjeu qu'on est en train de découvrir, c'est que c'est la mode, les Indiens. Donc, toutes les cégeps, toutes les universités veulent avoir des programmes de langue, des programmes de décolonisation. Et il y a un certain cannibalisme que j'anticipe parce que nos locuteurs, il y en a de moins en moins qui ont la pédagogie, qui ont la formation en pédagogie. Donc, pour enseigner les langues, ça prend de la formation en binôme. Donc, un accompagnateur pédagogique à l'enseignant qui possède la maîtrise de la langue. Donc, ça coûte plus cher, ce qui est difficile à faire comprendre à des fonctionnaires. Et si toutes les universités et cégeps qui ont des meilleures conditions de travail que nous, pour des raisons historiques, on va perdre nos propres locuteurs. Et à la base, nos locuteurs devraient être là pour nos communautés, pas pour bien faire paraître cégep et université, que j'aime et que j'adore. On a d'excellents partenariats, mais je crains la perte de nos cerveaux au niveau des locuteurs. C'est le petit nuage que j'ai. J'aimerais qu'il reste tout à CUNA, s'il vous plaît. Merci. C'est tellement intéressant. Puis je vois qu'on a des défis semblables dans les territoires du Nord-Ouest, Denis, de ce que vous apportez là. C'est vraiment super d'entendre vos perspectives à travers le Canada. Vous avez un peu, Véronique, vous avez un peu commencé avec ma troisième question, qui est qu'est-ce que, j'aimerais ça savoir de votre part, qu'est-ce que le réseau des collèges et instituts partout au pays peut faire pour soutenir davantage les peuples, les communautés, les entreprises autochtones pour créer un avenir plus équitable et prospère? Bien, je peux continuer, étant donné que j'ai déjà abordé un peu le sujet. Je dirais, encore là, je répète, l'importance de répondre à des réels besoins, à des besoins qui découlent des communautés qui sont nommées par les communautés, mais aussi d'assurer une visibilité, une présence autochtone au sein des institutions, une visibilité physique. Il n'y a rien de pire que comme jeune autochtone qui quitte sa communauté, d'arriver dans un endroit où il n'y a aucun repère identitaire. Les repères identitaires sont importants, de savoir qu'on a sa place dans une institution, qu'on a des services aussi destinés à nous. C'est sûr que ça fait toute la différence. Ça fait pas si longtemps qu'on voit une explosion de développement des services dans les institutions. Moi, ça fait quand même 20 ans que je navigue dans les cégeps et universités, et puis j'ai pu voir l'évolution des services. J'ai pu connaître c'est quoi arriver dans un cégep où on est tout seul, on se sent tout seul, on sait pas sont où les autres autochtones, mais on sait qu'il y en a. Puis, on a juste le goût de retourner à la maison. Donc, tout ça, on voit qu'il commence à avoir des changements.
mais à mon avis, c'est pas encore assez présent. On n'a pas encore assez de services. Puis, il y a tout un accompagnement aussi à la vie en ville qui est important d'avoir, que les institutions doivent aussi considérer, pas nécessairement les offrir, mais peut-être faire des partenariats avec des groupes autochtones déjà présents, comme des centres d'amitié ou comme d'autres organisations comme ça. Donc, les partenariats avec d'autres institutions autochtones, d'autres services autochtones sont importants aussi. Merci beaucoup. Qui voudrait continuer? Diane, Denis? Je peux peut-être sauter, je peux peut-être voir. C'est important, justement, comme Véronique et Denis disaient, les réels besoins des étudiants. Puis je pense que quand je disais tantôt, il faut repenser le contenant, le contenu et le contenant des institutions postsecondaires. C'est qu'il faut que ça devienne une entité communautaire, vraiment ouverte sur son milieu, parce que souvent, là, on voit que c'est un peu une forteresse, pas très accessible par les gens de l'extérieur. Il y a, oui, certaines ouvertures, mais il faut vraiment que ça soit ancré dans son milieu et pas nécessairement dans son milieu citadin. Et oui, idéalement, on aurait des institutions postsecondaires dans tous nos milieux autochtones. Des fois, ce n'est pas toujours possible, mais même avec la technologie, on est capable de le faire. Puis la réponse aussi, peut-être, à Denis, pour préserver les savoirs aussi auprès des communautés. Et j'adore l'idée de toute la famille qui est présente pendant les apprentissages, parce que ça fait référence justement à comment on faisait l'éducation dans les communautés. Ce serait peut-être de faire en sorte que les cours de langue ne se donnent autre part ailleurs que dans la communauté. Donc, il faudrait que si les gens veulent prendre des cours de langue, il faut qu'ils puissent se déplacer dans la communauté, puis le vivre vraiment au sein de la communauté, puis aussi, ou à tout le moins, utiliser la technologie pour le faire, ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir profiter de ce vaste savoir des aînés puis des locuteurs de la langue. Juste pour ajouter, dans les collèges et universités de Colombie-Britannique, nous avons un aîné en résidence. Merci, Diane. Denis? Ça, c'est clé d'avoir un aîné en résidence. Évidemment, à chaque événement, on peut toujours trouver une solution ou s'asseoir pour attendre une solution. Alors, à CUNA et ici au CEPEN, ce qu'on a décidé de faire avec la pandémie, comme la majorité de nos étudiants sont retournés en communauté, on est en train de déplacer CUNA dans les communautés avec un laboratoire mobile. On avait déjà, à cause, on a quand même un réseau de 28 écoles plus un cégep qui couvre la plupart du territoire au Québec. Et donc, c'est impossible d'envoyer le professeur de français faire le tour des communautés. D'abord, plusieurs étaient fermées pendant la COVID. Ce qu'on est en train de développer avec l'efficacité de notre réseau Internet, en 6 semaines, nos profs étaient presque tous convertis en professeurs à distance. Et maintenant, CUNA va avoir un laboratoire pour ses profs de se déplacer de communauté en communauté. Oui, il y a une partie qui peut se faire. On a appris avec COVID qu'il y a une partie qui peut se faire en ligne. Mais il reste qu'on est des humains. Puis dans le milieu autochtone, on est tissé serré. Puis c'est important d'apprendre l'un de l'autre. C'est important de sortir de l'école, d'aller apprendre les mots en touchant aux arbres, en touchant au sol, en se mouillant les mains dans l'eau. C'est là que tu vois toutes les finesses, les nuances de la langue. Puis c'est ce qui fait la différence entre nos communautés, parce qu'il y a des communautés, c'est le poisson, on a des communautés, c'est la trappe, on a des communautés qui sont dans le commerce. Donc, tout ça fait la différence dans le tissu social des Premières Nations au Québec. C'est ce qu'on est en train de déployer vers nos étudiants. Puis ça répond vraiment aux besoins et à la réalité aussi de nos communautés. Tout ça pour dire que qu'on va avoir plus de gradués, bien, on connaît de plus en plus les besoins au niveau santé, au niveau de l'éducation. On manque de profs de Premières Nations. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les universités, ce qu'on appelle, nous, la compétence 15, c'est d'amener les professeurs à mieux nous comprendre. Donc, aller enseigner, nous, notre contenu aux professeurs, aux futurs enseignants, pour que lorsqu'ils vont venir dans nos communautés, qu'ils vont d'abord avoir le goût, parce que c'est les meilleures places à
Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est tellement, tellement intéressant, enrichissant. Merci à vous trois, là, Denis, Véronique et Diane. Alors, je reprends, si vous me permettez. Je m'immisce dans la conversation. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, Véronique, après que vous ayez parlé de votre expérience personnelle, de ce que vous traînez dans votre baluchon. Puis c'est une question que je pose à la fois à vous, mais je pose aussi à Denis. Qu'est-ce qui fait que, compte tenu de ce que vous aviez dans votre baluchon, justement, vous n'êtes pas écrasé, vous avez eu le goût de continuer puis de persévérer? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Il y a quelqu'un qui vous a poussé dans le dos ou c'était inné en vous? En fait... Denis? Excuse-moi, Véronique, je pensais que la question était pour moi. Le livre d'histoire que Diane nous a présenté, évidemment, moi je suis né dans les années 60, donc je l'ai vécu, je l'ai enduré, et les sœurs nous disaient, nous on est ici pour vous faire que vous allez être des bons citoyens. Ça m'a toujours un peu déplu. Puis je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal à me faire dire ça. Ensuite, je parlais juste français, évidemment, je viens de la région de Québec, et je voyais mes collègues parler Innu, parler Anishinaabe, parler Mohawk, je me disais, pourquoi nous, on a perdu ça? Ensuite, j'ai joué un peu en politique, donc je dis, je vais aller en sciences politiques, je suis allé à l'Université York à Toronto, ça me permettait d'apprendre l'anglais et d'aller en sciences politiques. Je voulais être un leader, je voulais changer des choses, et c'était pendant la crise d'Oka. Le racisme que j'ai vécu, je dis non, c'est pas vrai. Donc, j'ai fait une carrière au fédéral, et ça a toujours été une mission pour moi d'être un ambassadeur pour changer la culture, changer les comportements, dans le but de rassembler les gens. Et il y a une partie qui est en moi, puis il y a une partie qui avait le goût de dépassement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis dans l'éducation, puis que j'écoute les aînés, j'essaie de faire ma contribution, parce que ce que j'ai vécu comme jeune qui est quand même allé dans une école de jour, c'était pas un pensionnat, mais c'était quand même une école qui était gérée par les sœurs au primaire. J'ai dit non, c'est pas vrai que les jeunes vont vivre avec toute la honte d'être Première Nation. C'est le contraire. Il faut faire renaître toute cette fierté-là. Puis j'apprécie beaucoup quelque chose que moi, je n'avais pas quand j'étais jeune. De plus en plus de jeunes ont des prénoms qui viennent de leur langue d'origine. Je trouve ça, à chaque fois, je viens larmes aux yeux, je trouve ça absolument splendide. Ouais. Récemment, là, on déploie le défi des ancêtres dans les communautés pour promouvoir les bonnes habitudes de vie dans un contexte académique, scolaire. Les jeunes ont des prénoms autochtones, je trouve ça superbe. Ça fait du bien. Puis Véronique, alors qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas écroulé et que vous avez continué, vous? Je me pose souvent la question, en fait. Ah oui? Oui, c'est une question que je me pose souvent parce que dans mon entourage, il y a peu de personnes qui ont fait beaucoup d'études, dans le fond. Je pense que j'étais peut-être, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup être à l'école. Puis, j'aimais beaucoup apprendre aussi. J'ai travaillé longtemps à Picogan sur les projets de développement touristique, sur la langue, sur l'histoire. Donc, j'aimais beaucoup en apprendre sur ma culture. Puis, je pense que j'ai eu la chance aussi de vivre dans une famille où la culture est très forte, où on pratique beaucoup notre culture, où on parle notre langue. Et puis, ça m'a apporté peut-être cette volonté-là de poursuivre, dans le fond, mes études pour essayer de contribuer à ma communauté. Donc, moi, j'ai commencé mes études plus en administration, en espérant pouvoir retourner dans ma communauté travailler. Et puis, ça a peut-être été le moteur de me dire, j'ai besoin d'aller étudier à l'extérieur. Donc, je suis allée étudier au Nouveau-Brunswick, je suis allée étudier à Québec, puis pour revenir après dans ma communauté. Puis, au final, j'ai décidé de poursuivre mes études là, pour aller vers le doctorat. Puis, ça m'a apporté ailleurs dans ma carrière, finalement. Mais j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. Ce que je voulais, c'était d'aller à l'école parce que j'aimais ça. C'était de revenir dans ma communauté, de travailler pour les miens. C'est ce goût-là d'apprendre qu'il faut transférer. Denis en a parlé, puis Diane en a parlé aussi, puis c'est une question qu'on voit apparaître à quelques reprises. Il faut changer la façon d'enseigner. Vous l'avez dit tous les deux, exactement de cette façon-là. Ça veut dire quoi?
qu'est-ce qui va être différent au cégep si on apporte ces changements-là? Diane? En fait, mon champ de recherche, c'est la pédagogie autochtone. Puis Oui. beaucoup de chercheurs autochtones qui ont travaillé là-dessus, ils sont majoritairement anglophones. Et donc, c'est ma petite contribution d'avoir contribué justement à les faire connaître dans le monde francophone. Mais c'est justement, comme Denis disait tantôt, on est les mains dedans. Moi, j'ai développé le concept 3 dimensions, 4 éléments, 5 sens. Et donc, il faut que on soit dans une réalité. Est-ce qu'on est capable, quand on fait un enseignement, même un enseignement de la langue, même un enseignement de sciences, de géographie, de sciences humaines, est-ce qu'on est capable de le rendre tangible, qu'on puisse toucher à un objet quelconque pour que ça fasse sens? Parce que on ne se rend pas compte que le cerveau humain n'apprend pas seulement à partir de la lecture d'un texte. Il apprend avec tous ses autres sens. Et donc, ça, c'est important de s'y ramener. Et à ce moment-là, mais ça veut dire aussi que ce que ça demande aux enseignants, c'est que ça demande de pousser un peu plus loin leur réflexion par rapport à comment on aborde une discipline quelconque et comment on aborde un sujet quelconque. Et souvent, cette pédagogie-là, c'est pas bon seulement elle n'est pas bonne seulement pour les élèves ou les étudiants autochtones, mais c'est efficace pour tous les élèves. Sans perdre de vue, Denis, qu'il faut quand même former des gens comme vous en sciences politiques ou former des gens en administration comme Véronique ou, j'allais dire, former des docteurs volants, pas des volants qui volent, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que cette nouvelle façon d'enseigner-là donne ces objectifs-là quand même, n'est-ce pas? Oui. Puis j'irais même plus loin. Il y a tout ce qui est attrait à la pédagogie, mais c'est aussi d'intégrer à travers ce qu'on propose comme activité d'apprentissage, toute l'approche holistique. On a une façon de concevoir le monde en tant qu'Autochtone, puis en éveillant les dimensions de l'approche holistique de la roue de médecine, en travaillant à partir de ces dimensions-là, on vient offrir une expérience d'apprentissage complètement différente aux jeunes qui sont en développement. Nous, à Poimoun, c'est comme ça qu'on offre nos formations. C'est comme ça qu'on donne nos formations, par exemple, en leadership à nos jeunes qui participent à nos projets. On y va vraiment avec une base de roue de médecine, approche holistique, puis on remarque une réelle différence dans la compréhension de concepts comme, par exemple, le leadership, qui peut être un concept quand même assez vague quand on le met pas en action puis le vit pas. Mais avec la roue de médecine, on remarque tout de suite que, oups, là, ça devient concret, on comprend, on saisit qu'est-ce qu'on peut faire comme leader, comment on peut influencer les autres en utilisant le cadre de la roue de médecine. Ça paraît un peu vague à le nommer, mais nous, on l'a observé que ça change tout au niveau de la manière que les jeunes comprennent, puis appliquent par après, parce qu'on y va aussi dans l'appliquer. Hein. On le dit souvent, on apprend, nous, les Autochtones, beaucoup en observant puis en répétant. Donc, l'approche holistique nous permet de rentrer plus facilement dans cette partie-là, d'appliquer les connaissances qu'on vient d'avoir, qui vient de nous être transmis pour pouvoir le pratiquer. Oui. C'est important pour nous de le mettre en pratique. La langue, pour continuer sur ce que Véronique disait, la langue joue un rôle important aussi dans l'apprentissage. Présentement, dans les curriculums provinciaux, ça marche par niveau, c'est très cadré et donc il y a une manière d'apprendre qui est quand même du protocole pédagogique dominant, je dirais. Puis nous, on promeut, comme Véronique disait, les sens. Diane l'a repris aussi, les sens sont importants. Et dans l'éducation qu'on donne aux jeunes, qu'on offre aux jeunes, on utilise beaucoup les images. Nos langues sont riches en images, en histoire. Et pour dépeindre là vers où on navigue tout le monde, où on amène nos canaux, c'est dans la manière dont on a présenté au ministre Roberge l'importance de la compétence 15. Quand on veut améliorer la compétence professionnelle des futurs enseignants, à travailler avec les Premières Nations ou dans le réseau provincial, puis de bien accueillir les jeunes, on a utilisé une image où on avait la rivière de l'enseignement holistique, comme Véronique parlait, qui inclut la communauté. On a utilisé une image, une rivière, des pas, les animaux,
vers une connexion avec la rivière plus européenne en termes de pédagogie, pour que nos jeunes puissent apprendre à se développer à l'affluent des deux rivières, au confluent des deux rivières, pour être capables d'être de bons contributeurs dans nos communautés, tout en étant capables d'être fonctionnels dans le même sens où la rivière se dirige. Et au début, quand on le présentait au ministère, il y a une réaction. Oh, c'est quoi ça? Oui, j'imagine. Et ça l'aboutit vers un saupoudrage, mais un peu d'intégration de cette compétence-là dans le futur référentiel des professeurs universitaires. Et donc, on anticipe qu'au niveau collégial et universitaire, ça va faire une différence dans l'accueil. Ouais. Écoutez, il nous reste à peu près 2 minutes pour faire un tour d'horizon comme celui-là. Ça sera un tour de force, mais on devrait se risquer quand même. Denis a dit à quelques reprises, ça bouge pas assez. Vous venez de parler de ministre Roberge, donc visiblement, il y a au moins une oreille attentive là. Qu'est-ce qu'on doit faire si on regarde vers l'avenir, et on va faire un tour de table si vous voulez bien, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement maintenant pour que les choses avancent et cessent de s'enliser, qu'on aille de l'avant? Je pose la question à Véronique directement. Moi, je dirais que c'est important d'avoir des engagements clairs, je pense, au niveau des institutions à intégrer des principes de sécurisation culturelle au sein de leur institution. Et on n'a qu'à le faire? C'est simple comme ça? Non, mais au moins s'engager à le faire, puis après ça, chercher les bons partenaires pour le faire. S'il n'y a aucune volonté, à un niveau hiérarchique élevé, c'est sûr que les gens peuvent sur le terrain mettre des belles initiatives en place, mais pour que ces initiatives-là soient solides et restent, il faut un engagement clair, il faut une implication et une intégration aussi des Autochtones dans la démarche. Il ne faut pas le faire tout seul. On doit faire partie de la solution, on doit être impliqué, on a des réponses, on a aussi des bonnes idées. La preuve, on a une belle institution qui est Kiona, qui est une belle idée qui vient des Premières Nations, qui a été réalisée. Donc, c'est important de nous écouter, de nous lancer, dans le fond, l'invitation à faire partie de la solution. Diane? Moi, j'aurais tendance à... C'est sûr que je ne suis pas au Québec, là, mais j'aurais tendance à dire de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. Parce que si d'autres provinces sont capables de le faire... Et tous les gouvernements provinciaux, parce qu'on parle de plusieurs collèges partout au pays. Là. Oui. Pas parfaitement, mais il y a plusieurs provinces canadiennes qui sont beaucoup plus en marche. Et donc, ça, c'est important de pouvoir faire ces pressions-là et de continuer de se faire entendre. De continuer et aussi de dire, non seulement changer les contenus, comme j'ai dit tantôt, mais aussi changer le contenant. Ouais. Denis, est-ce que ça sent ça? Est-ce qu'on le sent, ce changement-là? Je le sens, le changement, mais à petite dose. Ça va prendre des gestes concrets, comme la révision du cours d'éthique et de culture religieuse. Laissez-nous écrire le contenu. Ouais. Au niveau du collège CUNA, laissez-nous notre autonomie. Il n'y a pas de contrôlant en disant, comme c'est financé par des fonds publics, que vous devez absolument fonctionner selon notre cadre. Ça perd son sens. Et aussi, les Premières Nations au Québec, il y a des communautés anglophones. Donc, la Charte de la langue française, correcte pour l'ensemble des Québécois, mais pour nos communautés, ils ne peuvent pas subir un préjudice parce qu'ils sont anglophones et ou qu'ils parlent leur langue ancestrale qui n'est pas le français. Ouais. 3 petits gestes qui pourraient faire toute une différence sur la réussite scolaire de milliers de jeunes autochtones. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, le fait que, je pense, la Journée nationale des Autochtones a pris une connotation vraiment différente cette année, je pense que vous serez tous d'accord. On a tous été un peu abasourdis par ce qui s'est passé, puis on se dit, oh, OK, il faut vraiment que quelque chose change. Je reviens vers vous, Josée. Vous êtes, vous, dans le milieu de l'éducation, beaucoup, évidemment. Vous voyez ceux qui réussissent, vous voyez ceux qui vont loin. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis je vais demander à Denise de se joindre à nous, parce qu'il nous reste à peine 1 minute et demie à l'émission. J'aimerais ça vous entendre, Josée. Moi, j'ai tellement appris là, de vous, puis j'aimerais ça revenir un peu sur ce que Denis disait, la question de l'enseignement en binôme, parce que c'est ce qu'on a fait, nous, mais sans avoir de connaissances théoriques. On a juste commencé à le faire, puis ça a super bien fonctionné. Mais je m'aperçois qu'il va falloir continuer. Là, je pensais que peut-être qu'un jour, ça arrêterait, mais non, je pense que c'est le modèle, et puis ça fonctionne. Et puis, au niveau là, de faire un engagement au niveau des institutions. Tu sais, je m'aperçois que oui, nous, on fait des choses, mais on pourrait en faire tellement plus. Alors, je vous remercie tout le monde parce que c'est tellement enrichissant. Puis là, j'aurais le goût
de vous rencontrer après, là, personnellement, pour voir s'il y a des ça s'en vient. choses qu'on pourrait faire ensemble. Ça va arriver, Josée, ça va arriver un jour. Est-ce que Denise peut se joindre à nous? Est-ce qu'elle est en mesure de nous retrouver vers la fin de l'émission? Denise, êtes-vous là? Oui, oui, oui. Je vois. Denise, on vous écoute. Le mot de la fin. Votre micro est fermé, je pense, Denise. Est-ce que c'est possible? On a développé ces aptitudes-là, hein, de demander aux gens d'ouvrir leur micro, même si on est à l'antenne, c'est correct. On ne vous entend toujours pas, Denise, malheureusement. Alors, écoutez, on va devoir s'arrêter ici. Denise, oui, comme vous, je partage avec vous. Je veux vous remercier tous de nous avoir permis de réfléchir à voix haute là-dessus. Ça nous a amené quelque part, je suis certain. Des conversations extrêmement utiles. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un très, très bel été tous. Merci d'avoir été là. Et à vous qui nous regardez, je vous remercie de votre présence. Ce sont les vacances qui commencent pour une partie des gens. En tout cas, ce sera le cas pour Perspective en direct. On espère peut-être vous retrouver au mois de septembre. Je vous souhaite de rester en santé et de vous retrouver peut-être en pleine forme au mois de septembre en 2021. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup. Salut. Et merci à l'équipe de CICAN aussi d'avoir mis sur pied ce merveilleux projet de Perspective en direct. Au revoir. Merci, au revoir.